Radio Interschool 99 et 106 FM. Les jeudis de 16h à 17h. Aujourd'hui, nous sommes venus vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Mais avant tout, nous allons nous présenter. Donc moi ici présente, le prénom c'est Astrid. À ma gauche, il y a la collègue Naomi, la collègue Luviana. Et à ma droite, nous avons la collègue Alima et la collègue Amandine. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du sujet sur le déni de grossesse. Pourquoi ce sujet? Parce qu'il faut savoir que c'est une question régulière qui se pose assez souvent au sein de la société européenne. Donc, le plus souvent, la question qui se pose réellement, c'est comment une femme dit qu'elle n'est pas au courant de son état de grossesse. En créole, il y a dit d'après Patissa Vité enceinte. Il faut savoir que le déni de grossesse reste encore improbable ou surréaliste pour des milliers de femmes. On pourrait dire que c'est un phénomène mal défini et dont les hypothèses physiopathologiques et psychopathologiques ne font pas consensus. Quand je dis ne font pas consensus, c'est-à-dire que sur le plan physiopathologique et sur le plan psychopathologique, les idées se rejoignent. Il n'y a pas de discordance. Cependant, le déni de grossesse est une réalité et les études épidémiologiques estiment au total en France jusqu'à 3 naissances sur 1000 chaque année de grossesse non désirée. Un taux qui semble sous-évalué. Il y a de nombreuses questions que le public arrive à soulever, comme par exemple comment reconnaître un déni de grossesse, comment les mécanismes psychiques se mettent en place, comment se préparer à devenir mère, à avoir un enfant non désiré. Telles sont les questions que certains d'entre nous nous posons et que nous souhaiterions comprendre et apporter de plus en plus d'informations. Comme je le disais, afin de mieux comprendre ce phénomène, il est primordial de s'informer et nous sommes là aujourd'hui en tant qu'étudiants ou infirmiers sur cette radio Interschool sur 99 FM et 106 FM afin de vous apporter quelques connaissances pour mieux comprendre le phénomène du déni de grossesse. Nous allons tout d'abord commencer dans un premier temps par la définition, puis passer par l'historique du déni de grossesse pour expliquer la physiopathologie et les différents types de déni de grossesse existantes. Ensuite, nous parlerons de la prise en charge pour enfin finir par une conclusion. Donc, nous allons donner la parole à la collègue Luviana qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un déni de grossesse, comment ça se passe, comment a été reconnu, et puis nous parler un peu de l'histoire du déni de grossesse. Luviana. Un déni de grossesse, c'est être enceinte sans le savoir, sans avoir conscience. Pour une grossesse classique, on retrouve les symptômes de nausées, prise de poids, ventre qui s'arrondit, la tension mammaire, alors que pour celle dans le déni, il n'y aura aucun de ces symptômes, dont l'interpellation invisible, grossesse invisible. Il se définit par des douleurs gastriques et dorsales, car le bébé grandit même si le ventre ne s'arrondit pas. Il n'y a pas d'âge, de lieu favorisant, même une femme qui a déjà procréé peut faire un déni de grossesse. Toute femme constituée peut faire face à cette situation. Alors pour certains spécialistes, c'est un état d'inconscience défini comme un trouble psychiatrique, un mal-être et non une maladie. Alors Luviana, que pourrais-tu dire sur comment on reconnaît un déni de grossesse et quand parle-t-on de déni de grossesse? Alors on parle de déni de grossesse lorsque le terme se situe à la fin du premier trimestre, soit 14 à 15 semaines d'aménorrhée et que le ventre de la future mère ne se développe pas. Alors, on sait maintenant que le déni de grossesse rend la grossesse inapparente, mais elle peut être découverte par un test de grossesse qui sera positif, par une imagerie échographique et par un bilan sanguin. Alors, sur le bilan sanguin, il sera porté bêta-ACG, ACG qui signifie gonadotrophine chorionique humaine, qui est une hormone produite naturellement par le placenta. Sur le bilan, on trouvera les normes dont vous pourrez interpréter par vous-même. En dessous de 5 unités internationales par litre, il est négatif. Supérieur à 5 unités internationales par litre ou par millilitre, il sera positif. À noter qu'il est possible de faire un déni de grossesse, même sous contraception, pilule stérilée. Car comme nous le savons très bien, les moyens de contraception ne sont pas fiables à 100%. De plus, la prise de contraceptifs hormonal provoque des fausses règles et donc empêche de faire voir une grossesse en cours.
Comme le disent si bien les gynécologues et comme peut-être vos gynécologues vous l'ont déjà dit, le risque zéro n'existe pas. Alors, selon toi, comment a été découvert et qui a découvert le déni de grossesse? Pourrais-tu nous parler de cette histoire de déni de grossesse? A-t-elle une histoire? Alors, pour la petite histoire, le déni de grossesse était déjà connu au XVIIe siècle et dans les articles de cette époque, on évoquait une méconnaissance de la grossesse, telle que femme se reconnaissant pas enceinte. Il y a quelques cliniciens, médecins, psychothérapeutes et sexologues qui ont eu un rôle important dans cette reconnaissance. En 1898, le médecin George Milbury Gould a reconnu le déni de grossesse et l'a nommé cliniquement unconscious pregnancy, grossesse inconsciente. La dénomination déni de grossesse apparaît pour la première fois en 1976 par Harry et Simone Bekach à la suite d'une prise en charge d'une patiente schizophrène. En 1990, les cliniciens proposent que cette nouvelle dénomination figure dans le DSM-4, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et en 2006, le psychothérapeute Klaus Beyre École, qui est un sexologue, décrit le déni de grossesse comme un mécanisme de défense archaïque, ce qui voudrait dire que le déni de grossesse n'est pas lié à des troubles psychiatriques, car aucun lien n'a été trouvé. Alors, on va poser une autre question, mais cette fois-ci, ce sera avec la collègue Naomi. Naomi, selon toi, quelles peuvent être les conséquences liées à ce déni de grossesse? Alors, concernant les conséquences, la principale cause du déni de grossesse est psychologique. Et le déni de grossesse peut toucher n'importe quelle femme, quelle que soit sa classe sociale. Les femmes qui sont touchées par ce phénomène sont celles qui ne veulent pas tomber enceinte suite à une relation sexuelle. Exemple, des femmes qui ont été victimes d'une agression sexuelle ou viol, ou bien des femmes ayant une liaison extra-conjugale. Ce phénomène peut aussi toucher les femmes qui pensent être stériles ou bien celles qui ne sont pas prêtes à être mères. Qu'en est-il des conséquences? Un déni de grossesse sans suivi médical peut en effet engendrer une grossesse à risque pour la mère et l'enfant. Le fait d'annoncer à une femme qu'elle va devenir mère alors qu'elle ne pense même pas à l'être peut provoquer un choc émotionnel. Il y a deux types de réactions lors de l'annonce de cette nouvelle. La femme qui accepte l'enfant non désiré et qui continue sa grossesse, et celle qui refuse la grossesse. Du côté du fœtus, il y a plusieurs complications, qui sont le risque de naissance prématurée, un retard de croissance, un risque de mortalité infantile, voire même un recours à un avortement. Alors, je vais quand même effectivement apporter encore plus d'informations concernant les conséquences, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des conséquences, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté du fœtus. Donc, du côté de la femme, annoncer à une femme qu'elle va devenir mère alors qu'elle ne le pense pas, ou même qu'elle ne l'a pas envisagé, peut être déstabilisant, voire un choc. Chaque femme est différente. Donc, la femme acceptant l'enfant non désiré, ce qui permet un développement de cette maternité vers une fin de grossesse normale. Donc, le ventre se transforme et les symptômes apparaissent. La femme refusant sa grossesse, et qui demande une interruption de celle-ci, voire même un abandon. Dans ce cas, la situation peut prendre une tournure dramatique, dont le fait qu'on parle d'infanticide. Ces cas restent heureusement très rares. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi les conséquences du côté du fœtus. Quelles sont-elles? Alors, on va parler de la physiopathologie et nous allons toujours demander à la collègue Naomi, que peut-on nous dire sur le processus du déni de grossesse? Alors, un blocage va se créer au niveau du subconscient, barrière entre le conscient et l'inconscient. Toute information du corps concernant la grossesse va être étouffée ou réduite au maximum. Le but étant de préserver la partie consciente considérée inapte à recevoir l'information. Même les mouvements fœtaux perceptibles à partir de la 18e semaine d'aménorrhée peuvent passer inaperçus. Dans le cas de déni de grossesse partielle, lors de la levée du déni, les changements du corps sont rapides et impressionnants.
Dans certains cas, le ventre grossit en quelques heures. Pour continuer, nous allons parler du développement justement de ce déni de grossesse. Nous allons donner la parole à notre collègue Alima. Alima, petite question. Comment est le ventre de la femme et comment se développe le fœtus? Alors, il n'y a aucune transformation du corps qui se produit en fait. Et d'ailleurs, ça ne se remarque pas. Mais le corps quand même, le corps tout de même change de l'intérieur. Le ventre ne grossit pas dans ce cas. L'utérus s'allonge. Et le fœtus va donc se nicher en fait dans la colonne vertébrale de la mère et va évoluer derrière les côtes, ce qui va expliquer, comme on l'a dit précédemment, des douleurs dorsales. Physiologiquement, l'utérus se penche vers l'avant, s'appuie vers l'arrière et vers le haut du diaphragme, ce qui le repousse, et les intestins puis les poumons. Donc, selon tes explications, en fait, le ventre reste plat. C'est bien ça, Alima, Voilà. que tu sais nous expliquer. D'accord. Et que pourrait-on nous dire, y a-t-il des formes ou différents types de déni de grossesse, Alima? Alors oui, il existe deux types de déni de grossesse. Le déni de grossesse partiel, qui est découvert avant le terme. Donc la plupart du temps, c'est pendant le premier trimestre. Une fois que la grossesse est reconnue, qu'il n'y a plus de déni, le corps de la femme alors se transforme. En quelques heures, on remarque le changement. Et il y a également le déni de grossesse total. Donc aucune découverte n'est faite au cours de la grossesse et la femme apprend sa grossesse lors de son terme. Donc il y a ce qu'on appelle l'accouchement inopiné. Donc ce qui veut dire que c'est au moment où elle accouche qu'elle réalise qu'elle était enceinte. D'accord. Donc, en fait, elle devient mère le jour de l'accouchement, quoi, Voilà. sans savoir qu'auparavant, elle allait mettre un enfant au monde. Oui. D'accord. Et maintenant, nous allons reprendre avec la relation mère-enfant. Donc, toujours avec la collègue Alima. Face à ce déni de grossesse, est-il possible qu'une relation mère-enfant puisse se créer? Si oui, quelles sont-elles? Sinon, pensez-vous que c'est possible de créer cette relation? Alors, le début de grossesse est une période à risque. En temps réel, c'est la période où la mère se représente et souhaite devenir mère pour accueillir son enfant dans de bonnes conditions. Donc, il y a la préparation de l'accouchement, la préparation de nouveaux modes de vie. Donc, il y a des mesures de précaution qui sont établies par la sage-femme tout au long de la grossesse. Alors, pour pouvoir répondre à la question d'Alima, nous allons donner la parole à une autre collègue, Amandine, qui nous parlera des modes de prise en charge. Donc, Amandine, petite question. Y a-t-il possibilité d'avortement pour une femme se trouvant dans un déni de grossesse? Alors, selon la loi du 2 mars 2022, le délai légal de recours concernant l'avortement, IVG, il est dit qu'en France, cela est autorisé de 12 à 14 semaines d'aménorrhée. Mais toutefois, dans d'autres pays, il y a possibilité d'avorter, comme en Allemagne, de par nos connaissances. En effet, être mère apporte à beaucoup de responsabilités. En tant que femme, nous disposons de notre corps et nous devons avoir le choix de porter ou pas cette grossesse. Cela pourrait éviter un enfant se sentant non désiré, par exemple. Alors, en termes d'accompagnement, comment peut-on aider une femme en déni de grossesse? Il existe notamment en Guadeloupe Baolia, le centre périnatal fondé par une infirmière de formation qui est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui propose un accompagnement adapté aux besoins et peuvent répondre aux questions sur comment devenir parent. Les valeurs qui sont mises en évidence dans le soutien à la parentalité sont la bienveillance, l'écoute, mais aussi le partage. Il est ouvert du lundi au samedi d'ailleurs, de 8h à 19h et se situe à Saint-François. Vous les trouverez aussi sur Instagram. Alors, je souhaiterais rebondir sur ce qu'a dit la collègue. Donc, elle parlait du centre périnatal Baolia, que je connais plus particulièrement. Donc, effectivement, il faut savoir que ce centre aide beaucoup à la parentalité. Donc là, aujourd'hui, on parle du sujet de déni de grossesse, mais il faut savoir aussi que quand un parent se trouve en situation de famille nombreuse, ce centre aide les femmes, que ce soit sur le plan d'aide ménagère, d'aide à la garderie. Donc, c'est un centre, en fait, qui prend part en fait à l'aide à la femme dans sa grossesse pour assumer en fait cette responsabilité de devenir mère pour ne pas négliger en fait les autres enfants. Donc c'est un centre qui est très bien, les sages-femmes, la plupart des sages-femmes qui se trouvent sur le centre du Moule sont adhérentes à ce centre. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que même si on n'est pas en déni de grossesse, en fait, ce centre
peut prendre en charge une mère qui est sur le point de mettre un enfant au monde. Parce que c'est pas que, ils sont pas là que pour aider une femme dans le début de grossesse, mais aussi une femme qui va devenir mère. Donc voilà l'information que je souhaitais apporter. Nous allons faire une courte pause avec une petite musique de Ezine Kenenga, L'amour a dans Tcherm. Alors nous reprenons, nous souhaitons partager deux témoignages qui concernent le déni de grossesse. Donc nous allons commencer par la première situation que je vais expliquer. Donc alors c'est une personne de mon entourage qui a vécu un déni de grossesse, donc je veux parler un petit peu avec son accord bien sûr de ce qui s'est passé. Donc en fait elle avait déjà des enfants, effectivement, elle avait ce désir de ne plus, c'était un choix en fait, elle a eu ses enfants, elle avait d'autres objectifs de vie, donc elle était sur un autre départ et puis il s'avère que pendant 1 mois, 2 mois, elle a commencé à avoir des douleurs au niveau du bassin, une sciatique. Donc du coup, elle mettait ça sur le compte de la fatigue, le trop-plein, le train-train quotidien qui était assez lourd à surmonter. Puisqu'à cette période-là, elle s'est retrouvée un petit peu seule avec ses enfants. Donc du coup, il fallait tout gérer. Donc du coup, elle a mis ça sur le compte du contexte de la situation à laquelle elle se trouvait. Et puis au fil de ça, 1 mois a passé, 1 mois et demi passe, 2 mois passent. Et puis, elle se rend compte que les douleurs ne partent pas, même après avec des antalgiques de palier 1, palier 2. Donc, elle décide de voir son médecin. Le médecin lui prescrit effectivement, avant de pouvoir lui prescrire de la kiné, ben, comme tout médecin, la première chose qu'on vous demande, vous êtes enceinte? Donc, là, elle a précisé que non, il n'y a pas de grossesse en cours et tout. Donc, elle continue son train. Donc, il lui dit, ben, on fera quand même un bêta-HCG. Alors, elle lui dit, mais non, mais c'est pas la peine, je vous dis que je suis pas enceinte, machin. Donc, du coup, il prescrit quand même, il fait un bilan complet, et puis, il s'avère qu'elle reçoit ses résultats. Et comme l'avait dit, si on a bien écouté, il y a la collègue qui parlait justement du bêta-HCG, que c'est un examen qu'en tant que parent, ou peu importe la personne, qu'on peut interpréter soi-même, puisque sur le bilan, il est bien notifié comment comprendre, en fait, les résultats, les valeurs qui sont sur ce document. Donc, effectivement, elle reçoit son bilan, elle constate qu'elle est à 100 000 et quelques de bêta-HCG, donc elle est un peu surprise, elle ne comprend pas, elle se dit il y a une erreur. Donc, elle décide de retourner voir le médecin pour lui demander de refaire un examen complémentaire. Et le médecin lui dit oui, mais si le résultat prouve qu'effectivement il y a un début de grossesse, donc elle est toujours dans cette optique de ne pas être enceinte, donc elle redemande un bilan sanguin. Le médecin traitant, hein, là je ne parle pas de gynécologue sage-femme, hein, le médecin traitant qui la suit lui represcrit un bilan bêta-HCG. Donc elle refait l'examen. Cette fois-ci, elle demande à ce que ce soit la sage-femme qui reçoit les bilans pour qu'elle ait un rendez-vous avec la sage-femme. Donc la sage-femme reçoit les bilans, lui propose un rendez-vous. Et effectivement, lors de ce rendez-vous, il s'avère que, effectivement, elle se retrouve bien enceinte. Donc, un peu embêtée, la nouvelle n'est pas apprise avec joie, puisque elle avait le désir de ne plus enfanter. Et donc, du coup, à ce moment-là, elle commence à sombrer devant la sage-femme. Donc, la sage-femme ne comprend pas trop, mais elle essaie de l'épauler, de l'écouter, de l'accompagner. Et donc, la sage-femme la laisse pleurer, la laisse s'exprimer. Et puis après, elle commence à lui poser des questions pour lui demander est-ce que c'était une grossesse désirée et tout ça. Donc, la personne lui répond que non, effectivement, qu'elle avait un désir de ne plus enfanter. Et là, elle se retrouve enceinte. Elle ne veut plus d'enfants, elle ne sait pas comment faire. De par sa religion, c'est compliqué, puisque de par sa religion, l'avortement n'est pas prescrit. Donc, elle était perdue. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la sage-femme, entendant les ressentis de cette maman, se trouvant dans ce déni, donc décide de l'accompagner et non de porter un jugement, de lui dire non, vous êtes enceinte, il va falloir l'accepter, non. Donc, elle décide de l'accompagner en justement lui parlant du centre Baolia, lui propose un rendez-vous avec une psychologue. Du coup, elle prend un rendez-vous avec la psychologue. Elle lui propose aussi l'aide à la maison pour pouvoir un peu souffler, sortir de ça, parce qu'elle constate qu'effectivement, il y a quand même une anxiété sérieuse qui se pose. Et pour éviter justement que cette dernière n'entre en dépression,
Elle propose le rendez-vous avec la psychologue, l'aide ménagère à la maison, l'aide pour récupérer les enfants à l'école, de façon à ce que cette maman puisse, comment dire, pour que cette maman puisse déposer un peu le bagage qu'on lui apporte à l'annonce de cette grossesse. Donc du coup, cette maman, elle décide de prendre rendez-vous et tout. Donc toujours, elle reste dans un déni de grossesse, elle vit sa petite vie. Elle quand même prend rendez-vous avec un échographe pour faire une échographie de datation, ce qui était prescrit. Et le jour de ce rendez-vous, donc le médecin qui fait l'échographie lui dit « Ah oui, mais madame, vous savez, c'est un œuf clair. » Alors, ne connaissant pas ce que c'est, puisque la sage-femme lui dit qu'elle est enceinte, l'échographe lui dit c'est un œuf clair. Qu'est-ce qu'un œuf clair? Alors, un œuf clair, c'est un œuf qui ne se développe pas. Donc, en fait, l'œuf, généralement, au bout de semaine, s'éclate. C'est une poche de sang, en fait, donc elle va avoir des saignements. Et en fait, ça va disparaître. Donc, du coup, elle était tellement contente. Il y a eu une joie qui s'est déclenchée. Elle était heureuse parce que, pour elle, c'était inconcevable qu'elle soit enceinte. Donc du coup, ce qui se passe, elle rentre chez elle, elle est invitée le dimanche, elle s'amuse mais comme une malade, elle boit pas plus que ça, mais elle consomme un petit peu de l'alcool fort, sans excès bien sûr. Et le médecin lui dit, ben, au bout d'une semaine, reviens me voir, normalement l'œuf clair sera éclaté, je te ferai une échographie, je te donnerai un traitement pour arrêter les saignements si besoin, et continue ton suivi chez la gynécologue. Donc le samedi suivant, elle se représente au centre de radiologie, elle fait son échographie et à sa grande surprise, le médecin échographe lui dit « Ah, on a un problème. » Alors elle dit « C'est quoi le problème ?» Oui, en fait, au final, c'est pas un œuf clair. Alors il dit « Mais qu'est-ce que vous racontez? La dernière fois, vous m'avez dit ça et ça et tout. Je comprends pas comment un œuf clair n'est plus un œuf clair. » Donc il s'avère qu'effectivement, l'œuf n'est pas clair et que c'est un fœtus qui s'est développé. Donc il lui dit à cette jeune maman, vous allez avoir un enfant. Donc du coup là, tout se remet en place, le système d'anxiété, elle est perdue, elle commence à pleurer, donc l'échographe ne sait plus comment la consoler, puisque, étant donné ce qu'il avait dit la semaine précédente. Donc du coup, la secrétaire médicale étant présente, elle prend le relais, essaie de l'épauler, donc on l'isole dans une pièce, on essaie de la rassurer et tout, et on lui demande effectivement de revoir sa sage-femme pour expliquer la situation. Donc chose qu'elle fait, elle revoit la sage-femme. Et la sage-femme effectivement décide de refaire une échographie. Cependant, elle se retrouve dans ce déni de grossesse et refuse catégoriquement de voir le bébé, d'entendre si abattement. Elle refuse en fait d'avoir un contact avec cet enfant. Elle demande à la sage-femme de faire les examens qu'elle a à faire, mais elle ne veut pas voir, elle ne veut rien entendre. Parce que pour elle, elle n'est pas prête encore d'accepter cette grossesse et elle ne sait même pas si elle va l'accepter. Donc du coup, chose que la sage-femme respecte amplement, elle fait ses examens dans le silence. Elle prescrit un nouveau rendez-vous, un bilan sanguin et tout. Et à ce moment-là, étant très à l'écoute, elle propose à la dame un suivi dans le sens où elle souhaiterait interrompre sa grossesse parce qu'elle en est qu'à, dans le jargon créole, on dit 2 mois de grossesse. Ça correspond à peu près à 6 semaines, 8 semaines de grossesse d'aménorrhée. Donc, où elle parle, on a parlé aussi de la loi, qui dit qu'effectivement l'avortement, c'est à partir de 22 semaines. Donc, du coup, elle lui parle aussi de cette loi, de cette possibilité, bien sûr. Et elle lui donne un temps de réflexion. Donc, effectivement, elle rentre chez elle, elle en parle à son entourage, à ses tantes, toujours dans les pleurs, ne voulait pas cette grossesse, donc elle est toujours dans ce déni et tout. Et puis au fil du temps, c'est quelqu'un qui croit beaucoup, donc elle prie et puis elle décide quand même, malgré le fait ne pas désirer cet enfant, elle décide de poursuivre sa grossesse. Donc elle suit sa grossesse, elle fait ses contrôles, 100% elle a s'attacher à cet enfant. Donc effectivement le ventre ne se développe pas comme on le disait, puisqu'il y a cette acceptation qui ne se fait pas, donc le ventre ne se développe pas. Elle voit toujours ses règles. Et jusqu'à ces 6 mois de grossesse où elle commence à avoir de fortes douleurs abdominopelviennes.
une sciatique qui revient, et là le médecin lui dit que bon, puisqu'elle continue à travailler, hein, j'ai oublié de préciser qu'elle continue à travailler, elle prend sa voiture, elle travaille, et là le médecin lui dit que malheureusement il va falloir l'arrêter, puisque par rapport au terme de la grossesse où elle en est, la sciatique qui s'impose, les douleurs pelviennes qui sont très puissantes, et c'est des contractions qui commencent à se créer, donc le médecin décide de l'allaiter, et c'est là où elle réalise vraiment en fait que elle va mettre au monde un enfant dans 4 mois. Dans 4 mois. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle prend conscience qu'elle va mettre un enfant au monde et qu'elle décide d'accepter sa grossesse. Et puis, à partir de ce moment-là, on a constaté que le ventre il sort aussi. Et il y a un petit lien qui s'est créé jusqu'à l'accouchement. Donc nous allons donner place au deuxième témoignage. La collègue Amandine qui va vous parler d'un deuxième témoignage. Alors, ce témoignage me concerne moi. En effet, j'ai eu un déni de grossesse. Et étant étudiante en soins infirmiers, c'est un scénario qui était non envisageable pour moi. J'étais un peu focalisée sur mes études, même au niveau familial, mes parents, non envisageable. Ma grossesse n'était pas désirée. Alors, il s'avère que j'ai su ma grossesse à partir de mes 4 mois. Donc j'avais mes règles, je vivais ma petite vie, et tout se passait bien. Et puis un beau jour, le mois d'après, j'ai eu mes règles pendant tout le mois entier. Je me suis rendue chez ma sage-femme et cette dernière me dit que c'est sûrement un dérèglement hormonal, donc m'a donné des traitements et puis voilà. Ensuite, j'ai commencé à avoir quelques semaines plus tard des nausées, des vomissements. Alors je me suis dit, non, c'est pas normal. Déjà que j'ai un mois constant de règles, maintenant j'ai des nausées et des vomissements, donc je décide de faire un test de grossesse. Il s'avère que ce dernier est positif. Donc je me suis rendue chez la sage-femme. Elle me fait une échographie. Et puis on n'aperçoit pas le fœtus. On n'aperçoit pas d'embryon. Voilà. Donc elle se dit, mais je comprends pas, tu es sûre que ton test il était positif? Donc du coup elle m'emmène faire une prise de sang bêta-ACG. Il s'avère que ce dernier aussi, il était positif. Donc tout ça pour vous dire que ce phénomène il peut toucher n'importe quelle femme et c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, comme le disait la collègue Amandine, ce phénomène peut toucher n'importe quelle femme, qu'elle soit étudiante, qu'elle soit lycéenne, que ce soit une mère ayant déjà eu des enfants. Donc, pour conclure, il faut savoir que la maternité fait partie des événements qui se produisent chez la majorité des femmes. Le déni de grossesse est un sujet qui est malheureusement encore sensible, alors qu'il ne devrait pas l'être. C'est un sujet encore tabou, alors que selon nous, on penserait que ce serait un sujet qui aurait pu être médiatisé et en parler avec que ce soit les spécialistes et les différentes structures que nous avons nommées. Ce sujet touche plusieurs femmes dans le monde. Il est pour l'instant impossible de définir le profil psychologique de type de femme faisant un déni de grossesse. Donc, comme vous l'avez expliqué, elle peut toucher que sur le plan social, psychique, psychologique. Et il n'y a pas de type de femme particulière qu'on pourrait dire qui fait un déni de grossesse. Lors de la prise de conscience, l'annonce de la nouvelle peut être un réel choc. Cependant, ce qu'il faut retenir à travers notre échange d'aujourd'hui, c'est que le déni de grossesse, qu'il soit partiel ou total, entraîne diverses complications. Il peut toucher la femme, les professionnels de santé concernant la prise en charge, parce qu'il faut savoir qu'ils ne sont pas forcément formés à comment prendre en charge un déni de grossesse. Donc, notamment la prise en charge à mettre en place au regard des ressentis de ces femmes. Les sages-femmes sont les professionnels situés au cœur de cette problématique de nos jours et ont un rôle primordial dans ce contexte de déni de grossesse. Leur présence en matière de maternité leur permet de côtoyer la femme du début de l'annonce de la grossesse et ce jusqu'à l'accouchement et voire même postpartum. Ce qu'on entend là postpartum, pour ceux qui ne savent pas, c'est même après l'accouchement. Donc il semble important que les prises en charge doivent être adaptées en fonction de chaque cas. Nous avons voulu apporter un regard et une approche plus approfondie du déni de grossesse
par rapport à la grossesse dite classique, donc on dit en jargon de chez nous, grossesse normale, qui quand elle est connue précocement est vécue différemment et le développement est tout aussi différent que sa prise en charge qui est réglementée par une planification des suivis définis par la sécurité sociale. Donc on appelle ça par 3 trimestres, premier, deuxième trimestre, troisième trimestre. Alors nous espérons qu'à travers ce temps de parole d'échange d'aujourd'hui, que nous avons pu apporter des informations nécessaires et des connaissances pour mieux appréhender et comprendre le déni de grossesse. Nous vous remercions de nous avoir écoutés sur la radio Interschool 99 et 106 FM. Et nous remercions aussi l'IFSI de nous avoir permis, en tant qu'étudiant de soins infirmiers de deuxième année, de pouvoir intervenir sur une radio, de pouvoir faire partager des témoignages et parler de thèmes qui nous portaient à cœur. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir.